Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette conférence que vous suivez en direct sur les réseaux sociaux ou en replay. Puis bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous l'école 3A. On va se lancer dans le vif du sujet, hein. Donner du sens à ses engagements, oui, mais comment travailler, parce qu'on le sait de plus en plus aujourd'hui, les jeunes sont dans une quête de sens, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un métier qui vous rapporte de l'argent, mais qui a aussi du sens. Je vous laisse vous présenter, puis peut-être nous présenter 3A en quelques mots. Ça marche. Tout est presque dit, hein, mais on va faire simple. Donc, je me présente, je suis Emilien, je suis responsable du développement pour l'école 3A. En introduction, 3A, c'est 3 fois A pour Afrique, Asie, Amérique latine. Ça, c'est la signification historique. L'école est née il y a 40 ans. Et aujourd'hui, ça veut aussi dire apprendre à agir autrement. Et tout est dit dans ces quelques mots. Mais on va quand même les détailler ensemble. Alors, est-ce que notre petite molette dans fonctionne? un instant, Eh ben voilà. Donc, l'école 3A, c'est une école qui est engagée depuis 40 ans dans la formation de coordinateurs et de managers responsables dans des domaines bien précis qui sont ceux... Ah, c'est l'autre sens, autant pour moi, c'est moi qui n'appuyais pas du bon côté. Donc, dans les domaines de la solidarité internationale, de la coopération internationale, également dans le domaine de l'humanitaire et du développement, j'aurai l'occasion d'y revenir juste après, et plus largement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. L'école en quelques chiffres pour planter le décor, c'est une école qui est née donc à Lyon il y a une quarantaine d'années et qui maintenant a 5 campus répartis à travers la France, à Paris, Rennes, Toulouse et Bordeaux et donc Lyon. Au total, plus de 800 étudiants, 4000 diplômés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces chiffres. Ce qui va être important, c'est notamment des diplômés dans 81 pays parce que la mobilité internationale est une chose extrêmement importante pour notre école. Alors je crois qu'on n'est plus à 18 langues, mais à une vingtaine de langues enseignées parce que, encore une fois, se tourner vers l'international, ça nécessite de maîtriser au moins ces outils linguistiques. Un incubateur, 300 intervenants et notamment 7 enseignants permanents, ce qui permet vraiment d'avoir une équipe pédagogique très ancrée dans l'école. J'ai perdu notre animateur. Ah, je suis là, pardon. Oui, moi, j'enchaîne. J'interviens, oui, enchaîner, mais alors l'engagement, qu'est-ce que c'est? Le thème de cette présentation, c'est vraiment l'engagement. Avant de pouvoir voir un petit peu sur quel type d'engagement vous pouvez ou non vous orienter, je vous propose une rapide définition. C'est très rapide, mais ça plante le décor. C'est une définition Larousse. Alors, c'est pas celle que vous allez trouver tout de suite en haut des pages. Je suis allé chercher celle qui ressemblait le plus à ce que propose l'école. L'engagement, c'est l'acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. Voilà. De notre point de vue, c'est à ça que ressemble l'engagement. On peut s'engager de façon extrêmement variée. D'abord, on peut s'engager pour différentes causes. Aujourd'hui, on peut s'engager pour une cause politique, pour une cause sociale, sociétale, environnementale, culturelle, artistique, religieuse, etc. Donc, il faut vraiment prendre l'ensemble de ce panel d'engagement. On peut s'engager par différents biais. On peut s'engager par l'action. On peut aussi s'engager par l'inaction. Faire une grève de la faim, c'est un moyen de s'engager par l'inaction. On peut s'engager par des actes, on peut s'engager en étant exemplaire, en ayant différentes pratiques qui vont permettre de traduire cet engagement. Et on peut s'engager de différentes façons, dans le sens, on peut le faire de façon bénévole, ponctuelle, sur son temps libre, parce qu'on a envie de consacrer un peu de temps à une cause qui nous est chère. Mais on peut aussi décider de s'engager de façon plus fréquente, voire permanente. Et c'est là aussi où je veux vous emmener, c'est comment est-ce qu'on s'engage de façon permanente, notamment à travers une activité professionnelle. Alors, cette présentation, elle se veut en théorie très dynamique, mais je me réfère à notre panéliste. Ce que je vais vous proposer à travers cette présentation, c'est de faire des choix binaires entre deux propositions. Là, en l'occurrence, vous avez... Alors, bon, la mise en page n'est pas terrible. Normalement, elle était mieux. Je vais juste vous demander spontanément de lever la main pour me dire si vous vous identifiez plus à un sujet ou à l'autre. Je commence par le sujet humanitaire. Avant de vous expliquer, de rentrer dans le détail de cette thématique-là, est-ce que, par rapport à l'humanitaire et au développement, certains d'entre vous se retrouvent plus dans la notion d'humanitaire? Levez bien la main très haut, là, on voit pas. C'est des demi-mains que vous me levez. Ouais. Et sur la partie développement, un peu moins. Ok, question piège. Qui peut me dire quelle est la différence entre ces deux thématiques? Je vais vous faciliter la vie, mais... Alors, deux définitions assez simples. L'humanitaire, c'est un soutien aux personnes dont l'existence est menacée par une situation d'urgence. Il faut retenir la notion de soutien
et la notion d'urgence. Sur la partie développement, on est plutôt dans la notion d'amélioration durable des conditions de vie de l'ensemble d'une population donnée. Là, ce qu'on retient, c'est la durabilité. Et effectivement, la notion d'urgence est un petit peu moins marquée sur le développement. Est-ce que ça change quelque chose par rapport au choix que vous aviez fait initialement? Est-ce que maintenant, il y en aurait un petit peu plus sur le développement, par exemple? Moi, je pense que ça serait plutôt de développement, du coup. Ok, non, mais après, ça, vous pouvez aussi... Donc ça, c'est un premier niveau de choix. Comment est-ce que vous arrivez à définir l'engagement qui vous correspond? En termes de métier, l'idée, c'est au fur et à mesure que je puisse illustrer les différentes thématiques à travers des métiers, à travers des caractéristiques et aussi à travers des structures qui illustrent ces thèmes-là. Sur la partie humanitaire, j'ai choisi 2 exemples. C'est un poste de référent régional sécurité alimentaire. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de tous ces postes-là, mais c'est quelqu'un qui, sur place, dans un pays donné, va avoir une compétence technique sur cette notion de sécurité alimentaire. Chef opération déminage, alors ça, c'est un ancien collègue de ma promo qui était responsable de ces activités-là, là aussi, dans un pays en Asie. Et donc, sur l'humanitaire, les caractéristiques des métiers qui sont liés à cette thématique-là, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la notion de situation d'urgence absolue. En général, un contexte sécuritaire dégradé, puisqu'on se place soit dans un contexte post-catastrophe naturelle, ou soit post-conflit, ou même en situation de conflit. Et c'est donc par nature un terrain assez exigeant. Voilà, des exemples de structures, j'en ai mis 2, il y en aurait bien évidemment plein. J'ai cité Action contre la faim et la Croix-Rouge, en sachant que c'est l'humanitaire. On peut parler de l'humanitaire à l'international ou en France. Sur la partie développement, pour illustrer un petit peu la différence, j'ai choisi le métier de fundraiser, ou plus largement on va dire, chargé de financement. Quelqu'un qui va être en mesure de mobiliser des financements, quels qu'ils soient. Que ce soit des financements publics, institutionnels, que ce soit des financements dans le cadre d'appels d'offres, ou que ce soit juste des appels, j'ai mangé le terme, des financements participatifs auprès du grand public. La notion de financement sur le développement, elle est extrêmement importante puisqu'on est sur des projets long terme qui vont nécessiter qu'on ait des financements conséquents pour monter les projets. Chargé d'études et évaluation de programmes, ça aussi c'est un métier très spécifique. Comme je viens de le dire, on est sur des programmes longs. On a des financements importants derrière et pour ça, ces financeurs ont besoin de retour, pas sur leurs investissements, mais en tout cas de visibilité sur ce que deviennent les fonds qui vont consacrer à tel ou tel projet de développement. Donc la différence par rapport à l'humanitaire, c'est que là, on va être sur des projets plutôt longs et pérennes. On va avoir une multiplicité d'acteurs parce qu'en fait, sur un territoire donné, vous allez avoir tout un tas de bénéficiaires, à la fois les populations locales, mais également les villages environnants. Il va falloir tenir compte de l'environnement, des institutions, du système éducatif, etc. Donc le projet de développement en tant que tel est très inclusif. Et puis suivi et reporting constant, c'est ce que j'expliquais par rapport à la nécessité de rendre des comptes aux financeurs. Là, sur des exemples de structures, j'ai choisi Max Havelaar. Je ne sais pas si c'est une structure qui vous parle. Max Havelaar, en fait, vous avez tous ce logo sur des paquets chez vous. C'est le label du commerce équitable. Donc, c'est la structure qui délivre le label commerce équitable et qui s'assure que les filières qui sont mises en place respectent bien les critères du label équitable. Et l'AFD, c'est l'acronyme pour Agence française de développement. Là, on est clairement sur un financeur, sur une structure institutionnelle qui va financer des projets de développement d'envergure. Alors, deuxième niveau pour réfléchir à la façon dont on veut s'engager. Savoir si on veut le faire localement ou si on veut le faire à l'international. Localement, ça veut dire qu'on souhaite s'investir sur un territoire donné. En général, c'est un territoire avec des personnes auxquelles on s'identifie. C'est-à-dire qu'on a évolué dans un milieu et on souhaite apporter d'une façon ou d'une autre son engagement au profil d'une population à laquelle on s'identifie. À l'international, c'est complètement différent, puisque là, on va s'engager au profit de populations, de cultures, d'environnements qui sont différents d'une autre, mais pour laquelle on a une certaine appétence, qui nous attire. Donc c'est plus une sensibilité qu'une vraie notion d'identification. Au niveau local, ça pourrait se traduire par exemple par devenir gérant de commerce en milieu rural. C'est ce que fait par exemple l'association 1001 Cafés que j'ai cité là, qui, pour désenclaver les zones rurales, va proposer de réhabiliter des commerces de proximité pour assurer des services localement dans ces villages-là. J'ai choisi également le poste de responsable territorial sportif. Ça, c'est le genre de poste que propose l'un de nos partenaires qui s'appelle Sport dans la ville et qui a vocation à développer l'insertion, notamment des jeunes, par le sport. La caractéristique d'un engagement local, c'est que, par définition, on a un ancrage territorial, ce qui est assez logique. Cette forte notion d'identification, quand on s'engage localement, c'est parce qu'on se sent proche de la cause qu'on défend. Et
ça, c'est un point très important, la proximité avec les bénéficiaires. Quand on travaille à l'international, on a une proximité qui est relative, puisqu'on va être soit sur des courtes missions, soit sur... en général, on est sur des missions courtes. Alors que sur de l'engagement local, vous allez côtoyer les bénéficiaires de façon très régulière. Donc j'ai cité 1001 Café déjà, et je cite également des structures comme Emmaüs que tout le monde connaît. À l'international, alors les métiers que j'ai choisi de proposer, c'est Logistic Manager à Nairobi Cell. Alors ça, c'est un exemple très concret, hein. Je suis allé vraiment chercher des postes. Tous les postes que je cite là existent, enfin, sont ouverts à l'heure actuelle. Donc là, c'est le responsable manager logistique pour la cellule de Nairobi. Alors je crois que c'était pour Handicap International. Donc c'est quelqu'un qui va piloter l'ensemble de la logistique de la cellule de Nairobi de l'ONG concernée. Coordinateur, coordinatrice terrain de base mobile. Là, on est sur un poste de coordination, comme son nom l'indique, où la personne va vraiment devoir piloter l'ensemble des composantes du projet localement. Ça se traduit en termes de caractéristiques par une nouveauté, la dimension interculturelle et géopolitique. On va travailler avec des cultures qui ne sont pas celles dont on est issu. Donc, ça nécessite d'avoir cette capacité à aller vers l'autre culture. Et puis, ça nécessite aussi une certaine capacité à aller mobiliser des compétences géopolitiques, c'est-à-dire la connaissance qu'il peut y avoir entre la connaissance qu'on peut avoir des interactions qui existent entre pays et qui vont permettre de faciliter la mise en place d'un projet. Autre caractéristique, la mobilité géographique, ça va de soi. Cette mobilité, elle peut être soit de l'expatriation, donc là on est sur de la mobilité longue, soit sur des missions courtes de quelques semaines qui vont apparaître de façon récurrente. Et le dernier point sur les caractéristiques, l'impact sur la vie personnelle. Forcément, quand on décide de travailler à l'international, il faut l'avoir en tête parce que ça nécessite, comme je viens de le dire, des déplacements, quelle qu'en soit la nature. Et pour ça, ça veut dire que la vie de famille qu'on peut avoir derrière, elle est impactée. Donc il faut en avoir conscience quand on choisit ce type de carrière-là. C'est combien de temps en général Non, je suis là, je suis tout au fond du public. C'est combien de temps en général les départs comme ça pour des missions? Combien de temps ils peuvent rester à l'international? Alors, on a des expatriations longues, donc sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les expatriations courtes, alors quand c'est à l'échelle d'un projet, on a besoin de se déplacer, alors au minimum quelques semaines au départ pour la préparation du projet. Et quand on est vraiment sur le volet opérationnel du projet, là, on peut être sur des missions de 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'accord. Après, c'est très variable selon les structures. Donc ça dépend. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. Moi, je suis assis derrière vous. Je regarde avec grande attention donc cette présentation. Donc, j'ai déjà cité Handicap International, structure avec laquelle on travaille beaucoup. Je cite aussi Human Rights Watch, qui est un observatoire des droits humains. Donc ça, c'est un autre sujet, mais qui est tout aussi mobilisateur que d'autres. Alors, 2 autres catégories très importantes. Est-ce que je sens que je veux m'investir sur une cause sociale ou sur une cause environnementale? On est sur des typologies de missions et de contenus complètement différents. Social, c'est à condition d'avoir besoin de se mettre au service des autres, de la société et des progrès sociaux. On est vraiment sur de l'interaction humaine. Sur la partie environnement, on a une appétence pour la protection de l'environnement et la prise en compte des enjeux de durabilité à toutes les échelles. Sur le social, ça peut être par exemple le poste de responsable d'établissement d'accueil. Je citais tout à l'heure Emmaüs, ça pourrait être les Restos du Cœur, ça pourrait être tout type de structure qui propose un accueil à un public vulnérable. Médiateur, médiatrice sociale, là aussi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de développer. Ces métiers-là, je précise une chose, certains, la majorité, sont ouverts grâce à un cursus comme celui de 3A, d'autres sont trop spécifiques pour que ça suffise. Par exemple, sur des métiers purement sociaux, dans le social, il va falloir avoir une formation, par exemple, médico-sociale. Mais là, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment que vous puissiez vous poser ces questions sur la nature de l'engagement qui vous correspond. Donc, les caractéristiques, c'est une interaction sociale permanente et des champs d'application multiples, parce que ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans la formation, ça peut être dans l'insertion, ça peut être dans la santé, etc., etc. Des exemples de structures, alors Action Éducation, justement, qui est une structure très impliquée sur l'éducation, et Famille Rurale qui a pour vocation de créer une animation pour les familles. Alors historiquement plutôt en milieu rural, mais aujourd'hui c'est vraiment plutôt avoir un tissu qui permet d'animer la vie familiale à différentes échelles géographiques. Sur la partie environnement, ça peut être un poste de responsable transition énergétique. Là, en l'occurrence, c'est un poste qui est chez Greenpeace.
Je ne rentre pas dans le détail, mais on pourra toujours creuser sur le stand après. Chargé de philanthropie, est-ce que philanthropie, ça vous évoque quelque chose ou pas du tout? La philanthropie, on va plutôt s'adresser à des financeurs en général privés et qui vont avoir une capacité à mobiliser, par exemple, via des fondations, des sommes assez importantes au profil de projets. Donc là, chargé de philanthropie, c'est quelqu'un qui va aller taper aux portes des grands comptes, aux portes des grandes fortunes parfois, pour essayer d'aller obtenir des financements conséquents. Sur la partie environnementale, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir besoin assez souvent d'une certaine approche scientifique. On n'est pas sur des sciences sociales, on est sur des sciences naturelles, et ça nécessite, pour pouvoir avoir une approche très approfondie de la thématique environnementale, de maîtriser un certain nombre d'aspects scientifiques. Ça nécessite aussi d'avoir une compréhension globale des interactions qu'il peut y avoir entre l'homme et l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes environnementaux sont quand même liés à des activités humaines. Des exemples de structures, là, alors le GIEC, je ne sais pas si vous connaissez, mais le GIEC, c'est cet organisme qui sort assez régulièrement des rapports assez alarmistes sur la situation. C'est surtout des chercheurs qui vont travailler, qui vont rendre des rapports sur la situation et pour justement sensibiliser, ouvrir les yeux sur la situation environnementale. Et puis le WWF, je n'ai pas besoin de présenter leur cause. On a parlé du social au sens très large. Après, si on veut creuser encore un petit peu plus sur ce volet social, est-ce que je veux que mon action ait un impact sur des individus, sur des gens que j'ai en face de moi? Ou alors, est-ce que je veux que mon action ait un impact sur une population la plus large possible? C'est deux choses complètement différentes et au quotidien, ça va se traduire par des choses différentes. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. À mon niveau, par exemple, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais je suis un ancien de l'école 3A et très clairement, je me reconnais beaucoup plus dans l'accompagnement d'individus. Si je n'ai pas un contact direct avec les bénéficiaires de l'action que je peux avoir, je perds du sens. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors en réalité, plus on se professionnalise et plus nos fonctions évoluent et plus on est amené à avoir des actions qui bénéficient au plus grand nombre. Mais il faut quand même voir ce qu'on recherche comme sens dans ces actions. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur... là, je pense qu'on a donné déjà assez d'exemples de métiers. On pourra toujours en discuter sur le stand. Je balaye rapidement pour vous donner aussi d'autres réflexions, d'autres pistes de réflexion. Est-ce que je veux m'engager sur le terrain, donc vraiment au contact direct des bénéficiaires, ou est-ce que je préfère avoir une approche plutôt stratégique de la chose? Auquel cas, je vais plutôt être sur des fonctions support, je vais pouvoir imaginer, modéliser, structurer, piloter des programmes, mais que je ne vais pas moi-même mettre en œuvre sur le terrain. Et bien évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que je peux vivre de ces engagements-là, ou est-ce que je ne dois être que bénévole? Et ça, à la limite, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on peut vivre de ces engagements. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Je disais en rigolant qu'on pouvait très bien en vivre tout à l'heure. Ce n'est pas la question. En réalité, on peut déjà en vivre, ce qui est une énorme progression par rapport à 10, 15, 20 ans. Donc aujourd'hui, le choix se présente. C'est est-ce que je souhaite m'investir sur mon temps libre et avoir une activité professionnelle à côté qui ne peut ne rien avoir avec mes engagements, ou est-ce que je préfère faire de cet engagement mon activité professionnelle principale dont je peux vivre et par la même occasion donner du sens à mon activité professionnelle? C'est des questions qu'il faut se poser. Parce que parfois, le bénévolat à côté de son activité professionnelle, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut avoir une vraie frustration professionnellement. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à nos étudiants. Est-ce que je m'engage via le système dominant, via le système existant, économique, j'entends, ou est-ce que je tiens à m'engager hors système? Je dis que c'est un clin d'œil à nos étudiants parce qu'on a beaucoup de révolutionnaires à l'école et qui disent tous non, non, moi, il est hors de question que j'aille travailler chez... je ne vais pas citer de grands groupes. Il est hors de question que j'aille travailler dans des multinationales, etc., etc. Il y a deux points de vue, en fait. Parce que je peux concrétiser mes engagements au sein d'une structure économique tout à fait classique pour essayer de faire évoluer le système de l'intérieur. Ou à l'inverse, je peux décider de créer mon projet. Alors, quand je dis en marge des modalités économiques conventionnelles, c'est-à-dire en dehors du modèle capitaliste tel qu'on le connaît. Il y a l'économie sociale et solidaire qui apporte des solutions alternatives. Il y a aussi la possibilité d'être entrepreneur, tout simplement, de créer réellement son propre projet. Et là, avec cette envie de faire changer le système de l'extérieur. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que moi, tout seul, je peux avoir suffisamment de poids pour faire évoluer le fameux système que je veux faire évoluer?
Voilà, donc ça c'était, je crois, la dernière piste de réflexion. Il y en a beaucoup d'autres, mais l'objectif là, c'était vraiment de créer cette mécanique et de vous aider à définir la nature de l'engagement que vous voulez. Et ça, c'est intéressant parce que quand on pense engagement, on se dit voilà, je vais m'engager au service des autres, etc. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que il y a différents types d'engagement et donc différentes méthodes de s'engager et donc différentes postures, différents métiers. Donc quand on veut donner du sens et s'engager, en fait, il y a plein de possibilités qui se concrétisent chez 3A. Je crois que après vous avez les formations notamment parce que pour représenter, donc c'est une école commerce, management, mais sur ces thématiques-là, comment vous la décrivez 3A? Alors, comment on la décrit? Sur le papier, c'est une école de management. À mon époque, c'était même une école de commerce. Mais en tout cas, on est sur une typologie d'école de commerce, de management. C'est une école, je disais, qui a 40 ans, qui a forcément, qui s'appuie sur le bloc sciences de gestion comme le ferait n'importe quelle école de business à peu près classique. Sauf qu'on va rajouter des modules, des cours et des enseignements qui sont complémentaires et qui vont permettre d'avoir cette ouverture d'esprit un peu différente. Alors, je balaye rapidement les programmes qu'on propose. Alors, au niveau du bachelor, c'est simple. On a un bachelor coordination de projets de développement international et sociétal, qui est un bachelor visé, donc reconnu par l'État, en 3 ans, bien évidemment. Je le détaillerai juste après parce que je crois qu'il y a une majorité de lycéens, donc ça vaut le coup qu'on prenne le temps. Et puis ensuite, après ce bachelor, on propose un Master of Science avec 4 déclinaisons possibles. Management de l'innovation sociale, donc plutôt sur la partie ESS dont je parlais tout à l'heure. Un Master of Science finance responsable, parce que s'engager, parfois, ça nécessite de s'appuyer sur des outils de l'économie conventionnelle, mais d'en faire une utilisation un peu différente. Et là, notamment, la finance, on peut en faire quelque chose de responsable. Je citerai que, par exemple, la microfinance comme exemple. MSI, coopération internationale et action humanitaire, là aussi, vraiment pour ceux qui souhaitent partir, qui souhaitent avoir cette action en dehors du territoire national. Et puis le MSc International Sustainable Development, donc là sur la partie développement dont je parlais en introduction, et en anglais, intégralement pendant les 2 années. Alors, ça, c'est des caractéristiques, je les cite, mais aujourd'hui, on les retrouve dans beaucoup d'écoles. C'est une école qui va mettre l'accent sur l'international, sur le côté professionnalisant de la formation, et qui propose des cursus en formation initiale et alternance, mais je vais détailler ça juste ici. Alors, on rentre un petit peu plus dans le détail de notre programme de bachelor. Je ne vais pas vous faire tout par le menu. J'ai voulu faire ressortir aussi les points saillants de la formation pour que vous sachiez exactement ce qu'il va y avoir en valeur ajoutée à 3A par rapport à des cursus un peu plus classiques. Là, je vous ai mis des exemples de cours qu'on a en bachelor 1. Donc, bien évidemment, l'humanitaire, puisque vous l'avez compris, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Le management de projet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, le cœur de métier, c'est de la coordination de projet, du management de projet. Donc ça, c'est des compétences transversales qu'on va développer dès la première année. Dossier géopolitique. Parmi les matières que nos étudiants adorent, il y a la géopolitique. Alors la géopolitique, ça aussi, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on a 2 façons de voir les choses. Soit je fais des études en géopolitique et je vais avoir des débouchés qui globalement sont ou scientifiques ou éducatifs, donc dans l'enseignement. Ou alors on décide de faire de la géopolitique un outil qu'on va pouvoir mobiliser sur le terrain presque au quotidien. Et c'est vraiment cette approche-là qu'on propose à 3A. Et donc, nos étudiants ont à travailler dès la première année sur un dossier géopolitique, sur un pays donné et sur une problématique qu'ils choisissent eux-mêmes. Du marketing, du droit et de la comptabilité, ça c'est pour illustrer que les sciences de gestion, elles sont là dès la première année et elles seront vraiment omniprésentes tout au long du cursus parce qu'on reste une école suffisamment polyvalente pour que nos étudiants puissent trouver des débouchés variés. J'ai oublié de présenter le projet perso. J'ai mis en fait à chaque fois en évidence un élément vraiment saillant du programme. Le projet perso, pendant 2 mois, l'étudiant, alors ça pour les parents ça peut être un peu inquiétant, mais l'étudiant va décider le projet qu'il veut développer. Alors pour donner quelques exemples, il y en a un qui m'a beaucoup plu. On a des étudiants qui ont décidé de partir de Lyon à pied, sans argent, et d'aller le plus loin possible, sans aucun moyen de subsistance. Ils sont arrivés, pour la petite histoire, ils sont arrivés jusqu'au milieu de l'Italie, de mémoire. Voilà, c'est un exemple de projet. On a un autre étudiant cette année qui veut s'engager sur les routes de la soie. Alors pas sur l'intégralité, mais qui va en faire une partie. Et à chaque fois, on demande à ces étudiants d'accoler un projet engagé, responsable, ou en tout cas une cause qu'ils ont envie de défendre à travers ce projet personnel. Donc là, ça, c'est un vrai espace d'expression pour les jeunes qui vont intégrer, et ce, dès la première année. En 2e année, on a des cours comme de l'anthropologie. Est-ce que ça parle à tout le monde, l'anthropologie, ou pas?
Pour faire très simple, c'est l'étude de l'homme, c'est la connaissance de l'homme et des interactions que les hommes ont entre eux. Donc par extension, on va dire que c'est ce qui permet d'évoluer vers l'interculturalité. Et donc ça aussi, l'anthropologie, c'est quelque chose qui va permettre à nos étudiants d'appréhender de façon plus fine l'interlocuteur avec lequel ils vont échanger et de pouvoir s'adapter en fonction de ses propres connaissances de la culture de l'autre. Spécialisation continentale en deuxième année. Donc là, il s'agit de choisir l'un des 3 A dont je parlais en introduction. Études terrain marketing, on retrouve le marketing, on retrouve l'économie sous un angle international, le management de projets management de projets sociaux et du droit social. Et puis, en temps fort sur la deuxième année, un serious game. Donc là, c'est vraiment une mise en situation de grande ampleur où tous les étudiants, simultanément, vont être amenés à travailler sur des projets confiés par des partenaires professionnels. Sur le B3, des sciences de gestion, encore et toujours, il en faut, du droit des sociétés, de la comptabilité analytique, voilà, ça fait partie de ces compétences transversales qui seront extrêmement nécessaires, des ressources humaines, et puis un choix de 5 électifs parmi 11 proposés, et sur cet échantillonnage d'électifs, il y en a 6 qui sont proposés exclusivement en anglais. Donc là, je pourrais présenter la liste le cas échéant, mais ça permet d'avoir un premier niveau de spécialisation à partir de la 3e année. Et le gros temps fort de la 3e année pour nos étudiants, c'est le colloque de géopolitique. Donc là, on va un petit peu plus loin dans la démarche puisqu'ils vont organiser un colloque, donc une conférence d'envergure, où ils vont pouvoir traiter d'une thématique géopolitique et la construire de A à Z avec les intervenants, avec le conducteur qui va bien. Et c'est vrai que c'est un exercice qu'ils adorent faire et qui parfois peut être ouvert au grand public. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, on pourra vous y convier. Pour être dans le très concret, la 1re et la 2e année du cursus sont en formation initiale, obligatoirement, parce que vis-à-vis de tout ce que je vous ai présenté, pour s'engager, il faut quand même, à un moment donné, qu'on ait un collectif qui se crée. À 3A, ce qui est très important, c'est le réseau qui va se créer, c'est l'effet promo. J'en suis sorti il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, le réseau 3A, c'est quelque chose qui continue à m'accompagner quasiment au quotidien. Donc, on a besoin, pendant ces 2 premières années, que les étudiants soient sur place, pour qu'ensuite, une fois qu'ils ont créé ce collectif-là, ils puissent potentiellement partir sur d'autres horizons. La 3e année est soit en initiale, soit en alternance. Si vous choisissez de la faire en initiale, à ce moment-là, vous aurez un semestre académique dans l'une de nos universités partenaires, ça peut être un peu partout dans le monde, plus un stage. Et si vous préférez la faire en alternance, à ce moment-là, c'est un cursus en alternance sur la semaine. Donc 3 jours, 2 jours. Ce qui nécessite que l'alternance soit, en termes de localisation géographique, plutôt basée en région lyonnaise. Les admissions se font via Parcoursup. Je le disais tout à l'heure, on a un bachelor visé, donc les admissions se font via Parcoursup et via un concours, en sachant que le concours se veut le plus inclusif possible. Ce n'est pas une sélection sur des épreuves de mathématiques, etc. C'est vraiment plutôt... on a besoin de tester la posture que vous allez avoir, la personnalité que vous avez pour s'assurer que ça rentre bien dans le projet de 3A parce que, encore une fois, on est sur des choses qui sont très spécifiques. Voilà, la rentrée se fait en septembre. Donc là, pour cette année, s'il y en avait quelques-uns qui espéraient rejoindre, ce sera un peu tard. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous rapprocher de nous pour la rentrée prochaine. Et le campus se trouve à Lyon, à Gorge-de-Loup. C'est le gros campus HEP qui est vraiment pas loin de la station de métro. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu avais des questions pour alimenter le débat. Alors, est-ce que déjà, il y a des questions? On a vu plein de choses. Moi, vous savez, vous savez pas, mais je pose des questions cash. On gagne bien sa vie quand on travaille dans ces thématiques, quand on décide de faire de l'humanitaire, de travailler dans des enjeux. Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie? Le mieux, je vais donner mon exemple. C'est pas du tout auto-centré, mais c'est pour illustrer. Je suis sorti de l'école 3A. Alors, première chose, j'ai été embauché dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études. Et à l'époque, c'est-à-dire, désolé de le rappeler, mais c'était il y a une petite quinzaine d'années, j'ai commencé à 1 900 € net à l'époque. C'est bien. Ce qui est tout à fait honorable. Très, très bien. Voilà. Voilà. Donc, en sortie d'école, on arrive à avoir des niveaux de salaire tout à fait corrects. Et vous gagnez combien maintenant? Ça, c'est la question tabou à la française. Mais en tout cas, il y a une évolution parce que on va souvent on ne peut aller que vers le plus. Oui. Oui, je peux pas dire combien je gagne aujourd'hui, mais c'est un peu plus confortable.
Donc en tout cas, ça paye bien. Qu'est-ce que ça vous évoque là dans le public? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous disiez qu'on peut comme ça travailler sur ces thématiques? Moi, je me demande, puisqu'on sait qu'il y a une urgence. Vous parliez du GIEC, les rapports ils sont assez accablants sur toute la situation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut ne pas travailler là-dedans, puisque est-ce que en termes de création d'emplois, enfin on l'a vu rien que cette semaine, on a eu une tempête, des inondations, ça c'est de la gestion de crise, hein, on en parlait. Nos amis bretons, une partie de ma famille même était sans électricité pendant parfois une semaine. Hein, on n'en parlait plus dans les médias, mais en Bretagne il y a des gens qui ont vécu une semaine sans électricité. Tout ça, ça va être enfin, c'est fait pour durer, pour s'installer, pour être de plus en plus. C'est ça qu'on appelle le dérèglement climatique. C'est pas qu'il va faire plus chaud, c'est juste qu'on va avoir des catastrophes toutes les semaines. Malheureusement, c'est pourvoyeur d'emploi, parce qu'aujourd'hui, il faut travailler dans ces situations de crise. Alors c'est pas moi qu'il faut poser la question, parce qu'au final, c'est à vous de vous la poser. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir une activité professionnelle qui ne se traduise pas par un engagement? Mon avis personnel, c'est que non. Alors déjà, avec l'expérience que j'ai, c'est que travailler sans engagement, c'est difficile. Quelle est la pérennité de la chose? On va naviguer de job en job, mais si on se reconnaît dans aucun des postes qu'on occupe, et si on n'a pas l'impression de faire avancer une cause qui nous est chère, quel est le sens? Donc oui, c'est une question qu'on doit se poser nous, tous. Et un petit mot peut-être sur... alors j'ai deux questions. Pareil, je pense aux parents qui ont parfois le réflexe de se dire mais attendez, est-ce que tu vas avoir des débouchés, etc. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'il y a quand même une grande multitude d'entreprises et de typologies d'entreprises différentes dans lesquelles travailler, quoi. C'est pas que bosser dans des associations ou des choses comme ça. Non. Effectivement, et en fait, je reviens sur une slide où je suis passé un petit peu vite, juste pour illustrer. Moi, ça me fait remonter très loin là, mais c'est pas grave. Non, tant pis, laissons tomber. Oui, effectivement, les exemples que j'ai cités, c'est beaucoup d'ONG, c'est beaucoup d'institutions, c'est beaucoup de structures institutionnelles. En réalité, nos étudiants travaillent à peu près partout, parce qu'il n'y a plus une seule structure économique qui ne se préoccupe pas de la situation. Alors, quelles que soient les raisons, je veux dire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de greenwashing, de social washing. Ma réponse est quand bien même, si c'est des choses qui font avancer la situation, même si c'est pas pour les bonnes raisons, est-ce qu'elles sont pas défendables? En tout cas, c'est un sujet de discussion. Mais oui, aujourd'hui, il est possible de défendre ces valeurs-là au sein de grands groupes, au sein d'entreprises classiques, au sein du système tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, il y a des places à pourvoir. Dernier appel pour les dernières questions. Sinon, c'est-à-dire que c'est clair. Comment on fait pour vous retrouver? Vous êtes présent sur le salon et puis on peut venir vous voir dans votre école? Oui, on est présent sur le salon du côté des écoles de commerce. Donc, quand vous rentrez tout de suite sur la droite, vous ne nous raterez pas. Et ben voilà, on peut applaudir très très fort. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à tous celles et tous ceux qui ont suivi cette conférence sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt.